Eh bien, je vous propose donc de commencer. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Time Break IA, donc votre rendez-vous de la Cité de l'intelligence artificielle, tous les jeudis en fin de matinée. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour notre échange la société Delaware avec Baptiste Durier et Adrien Lacroix. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter pour nos auditeurs. Bonjour à tous. Merci Manuel. Donc Baptiste Durier de la société Delaware. Moi, je suis associé et je m'occupe de la practice data, analytique et innovation. Et puis maintenant un petit peu plus de 6 ans. Et donc voilà, moi j'ai un cursus plutôt IT informatique à l'origine. Et puis j'ai basculé un petit peu vers de l'audit plus fonctionnel. Et puis ces dernières années, j'ai un peu recombiné ces deux thématiques pour pouvoir justement adresser les sujets un petit peu de technologie émergente et innovation autour de besoins concrets. Parfait. Merci Baptiste. Adrien, peut-être? Bonjour à tous, Adrien Lacroix, je m'occupe du commerce pour Delaware sur les Hauts-de-France. J'ai en charge une partie des comptes clients et puis des prospects régionaux sur l'ensemble de nos offres. Eh bien, bienvenue à tous les deux dans notre Time Break IA. Donc, un petit rappel peut-être sur ce qu'est la Cité de l'IA pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, la Cité de l'IA, c'est un regroupement d'entreprises qui est une émanation du MEDEF Lille Métropole. Une initiative qui a été lancée par Hélène Van Vas, qui est ici présente, et qui est animée également par Yolène Spinglar, qui est également présente, et qui permet aux entreprises qui souhaitent comprendre, connaître, démarrer avec l'intelligence artificielle, d'accéder à de la connaissance, du partage de pratiques, des ressources, des use cases et des entreprises technologiquement compétentes sur ces sujets. Et puis, nous animons également un certain nombre de réunions d'information comme celle que nous avons donc aujourd'hui. Si vous êtes intéressé pour participer à la Cité de l'IA, je vous invite à contacter Yolène et également à rejoindre ainsi nos groupes de travail sur les différents sujets. Donc, donc nous avons aujourd'hui 4 groupes de travail. Un sur l'intelligence artificielle et l'éthique, qui incorpore également la notion de droit et de réglementation. Un sur l'industrialisation de l'intelligence artificielle pour les entreprises qui ont déjà fait leurs premiers pas avec des POC, des tests et qui veulent passer à grande échelle. Nous avons un groupe de travail également pour l'intelligence artificielle et les PME, donc pour les offres qui existent d'ores et déjà pour les plus petites entreprises. Et enfin, un groupe sur l'IA et la recherche. Donc, si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à donc venir nous rejoindre. Eh bien, je vous propose qu'on attaque avec le sujet d'aujourd'hui, donc avec la société Delaware, qui est aujourd'hui présente. Et je me tourne vers vous, Adrien. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos activités chez Delaware pour nos auditeurs? Tout à fait. Donc Delaware, nous sommes une société, une ESN d'origine belge. On a aujourd'hui 2200 employés à travers le monde répartis dans 24 bureaux. On existe depuis 16 ans. On est essentiellement tourné vers 3 éditeurs partenaires dont nous sommes certifiés à travers Microsoft, SAP et OpenText. En France, c'est 350 collaborateurs. Notre siège est à Lyon. Pour Lille, nous sommes positionnés à la Madeleine. Également en France, à Nantes, Paris et Bordeaux. L'année dernière, nous avons fait 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous sommes surtout spécialistes de certains secteurs d'activité, comme le monde du service, l'industrie, l'agroalimentaire, le retail, le fashion ou encore l'automotive. Nos offres, elles s'articulent autour de 6 piliers. Je vais essayer de vous les résumer. L'ERP, c'est ce qu'on fait depuis toujours, c'est notre ADN. Les infrastructures, le cloud qui sont de plus en plus demandés par nos clients. La BI, donc effectivement, qui est portée par Baptiste avec tout ce qui est outils de restitution, data viz ou encore data warehouse. La transformation digitale, c'est également un enjeu majeur chez l'ensemble des clients aujourd'hui. Donc, on les accompagne à travers la mise en place de plateformes commerce, sites e-commerce, B2B, B2C, du CRM. On a également une practice autour de l'information management, c'est la gestion électronique des données, la dématérialisation des factures. Et enfin, ce qui nous anime particulièrement, c'est l'innovation, donc à travers la mise en œuvre de différentes technologies émergentes, dont l'IA. Et on travaille également en région tous ces sujets avec l'AD2N, qui est l'association pour le développement du numérique. Et on voit qu'effectivement, je suis partie moi de la commission innovation, et on voit que l'intelligence artificielle est le sujet aujourd'hui qui anime l'ensemble des clients en région. Donc cette initiative de la Cité de l'IA est tout à fait appropriée.
Ah, ça tombe bien parce qu'on est là pour en parler justement. Donc, je vois que vous avez une forte activité autour de plus en plus autour de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pourriez peut-être, et je me tourne cette fois-ci vers Baptiste, nous préciser quelle est la vision que vous avez de l'intelligence artificielle, que ce que c'est pour une société comme la vôtre? Alors oui, tout à fait. C'est une vision qui s'est construite au fil de l'eau, j'ai envie de dire. Et quelque part, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle et on y met beaucoup de choses dedans. Donc, en tant que telle, cette intelligence, notre croyance, en tout cas notre positionnement là-dessus, c'est qu'elle n'existe pas en tant que telle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui finalement s'appuie sur de nombreuses technologies et de nombreux composants. Donc il y a eu pas mal de ruptures techno qui sont Vous allées. êtes en train de dire qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, donc peut-être on s'est trompé en créant la cité de l'IA alors. C'est ça, disons que c'est le parti pris, c'est-à-dire qu'elle ne fait rien toute seule quelque part. Donc notre objectif vraiment, c'est de se dire, ok, comment on la constitue finalement et comment on s'en sert pour qu'elle devienne un accélérateur. Mais, et surtout ne pas en avoir peur, parce que c'est vrai qu'on peut avoir cette croyance de cette prise de pouvoir, on a cette image un petit peu dans le cinéma, alors que justement, le point de départ, c'est bien l'humain. L'humain doit être au centre et s'appuyer sur ses capacités d'intelligence artificielle. Et le point clé est là. Donc c'est bien que la technologie, elle existe, il y a bien un sujet intelligence artificielle, c'est juste que le nom est impropre quand vous disiez que ça n'existe pas, c'est bien ce que je dois comprendre. Tout à fait, exactement. C'est ça. Et c'est cette recombinaison, oui, tout à fait. Cette recombinaison finalement de technologies est importante. Et la première, finalement, qui est fondamentale, c'est ce socle de données qui va permettre à cette intelligence artificielle qu'on est capable de nommer maintenant, de justement prendre des décisions, analyser ces données-là de manière probablement beaucoup plus puissante que l'être humain, et en tout cas plus rapide, pour pouvoir proposer des résultats. Donc notre parti pris, c'est ça. Et en gardant toujours ça à l'esprit, on sait qu'on va se positionner vraiment sur cette assistance et pas cette prise de pouvoir. On n'est pas là pour remplacer une prise de décision, mais pour bien l'aider. Donc ça, c'est fondamental. Et une fois qu'on a ce socle de données, eh bien, on va pouvoir justement s'aider de tout un tas de technologies. Alors, on entend beaucoup parler d'objets connectés, de blockchain, de capteurs, de réalité augmentée. Ça fait partie, en fait, finalement d'une galaxie de nouveautés et d'innovations qu'on va pouvoir recombiner et mettre au centre de ce qu'on appelle l'apprentissage par la machine. Et donc, c'était ça le discours sur cette intelligence artificielle. Elle est bien basée sur un apprentissage, aidé ou pas par l'humain et par ce qu'on va pouvoir en faire. D'accord, Et on retrouve des notions qu'on appelle, on entend parler de machine learning, c'est bien de ça dont on parle aujourd'hui quand on dit apprentissage par la machine. tout à fait, c'est le mot francisé de machine learning et de cette capacité justement très rapide à apprendre. D'accord. On entend aussi parler de deep learning et on entend un certain nombre de gens qui font part, peut-être à juste titre, du fait que ça peut avoir des biais, que peut-être les données sont biaisées, que du coup les résultats sont biaisés. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il faut que l'humain accompagne la machine dans son apprentissage. Tout à fait, c'est ça. Et c'est le meilleur exemple. Le deep learning, qu'est-ce que c'est en fait? C'est notamment l'apprentissage profond sur tout ce qui est reconnaissance d'images ou reconnaissance de vidéos. On en reparlera un petit peu plus tard. Et le principe de ce deep learning, finalement, c'est que par défaut, la machine ne connaît pas, ne sait pas reconnaître une image. Et c'est l'être humain qui va l'aider à lui dire, écoute, cette image-là, c'est un chien, cette image-là, c'est un chat, etc., etc. Et d'ailleurs, on contribue tous à ça hein, sans le savoir ou peut-être en le sachant. Quand vous vous connectez sur certains sites Internet avec des petites sessions de CAPTCHA, où on vous demande de reconnaître une voiture, un feu tricolore, des choses comme ça, eh ben, derrière tout ça, vous enrichissez un modèle d'intelligence artificielle qui, du coup, sera plus pertinent pour reconnaître les images. Donc ça, c'est important. L'humain est au centre de cet apprentissage. Et puis, c'est un petit peu rigolo, c'est sur ces reconnaissances d'images, en fait, la machine va reconnaître des pixels. Et on a vu qu'en fait, dans une image, si vous rajoutez un petit carré un peu brouillon, ça veut dire de 32 pixels par 32 pixels, un peu de bruit d'image, là, gris, jaune, un peu toutes les couleurs, a priori, ça met à plat n'importe quel algorithme de reconnaissance d'image. Donc, on est en train d'essayer d'apprendre à ce deep learning à essayer de ne pas se faire avoir par ce genre de choses. Donc voilà, c'est des petits exemples comme ça qui montrent que cette intelligence artificielle,
Pour se rapprocher d'un comportement humain, elle a besoin d'apprendre. Elle n'apprend pas toute seule par défaut. Donc aujourd'hui, à la fois on contribue à l'intelligence artificielle, donc avec ces petits tests, je suis pas un robot, mais aussi on en bénéficie aussi dans un certain nombre d'applications de la vie courante, j'entends. Clairement, c'est sûr, aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie courante. On en est plus ou moins conscient et alors on a énormément d'exemples, hein, aujourd'hui pour tous les utilisateurs de Netflix. C'est des algorithmes d'intelligence artificielle qui viennent reconnaître vos goûts, ce qui génère le plus d'audience, même au sein d'une vidéo ou d'un film, quelles sont les scènes qui sont les plus plébiscitées. Et ça, c'est fait par des traitements massifs que l'être humain ne pourrait pas faire seul. On a plein d'autres cas de figure sur Waze, Amazon, Uber qui est capable de prédire à l'avance les zones d'activité en fonction d'événements extérieurs. Bien, tout ça, c'est des intelligences artificielles qui travaillent derrière, qui calculent un certain nombre de choses et qui permettent du coup d'optimiser, de vous aider, en tout cas d'apporter un meilleur service. Alors effectivement, je pense que on a tous pris conscience dans notre vie quotidienne qu'on était assisté de plus en plus par l'intelligence artificielle pour des tâches, je dirais, personnelles. Mais ce qui nous intéresse aussi dans le cadre de la cité de l'IA, c'est l'intelligence artificielle pour les entreprises. Et donc, est-ce qu'on pourrait maintenant peut-être se tourner vers les sujets qui intéressent les entreprises au sein de l'intelligence artificielle? Alors oui, c'est ça, l'idée, c'était un petit peu d'expliciter et de montrer quelques exemples. Alors, l'idée, c'est de se dire que l'intelligence artificielle n'a du sens que si elle dessert un utilisateur, une personne. Et donc derrière, d'un point de vue IT, informatique, c'est bien de pouvoir l'intégrer dans une application. Comment je vais pouvoir l'utiliser? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette notion un petit peu collaborative et de recombinaison des technologies, on voit pas mal d'exemples, notamment dans la finance ou dans les outils un peu de call center, où on va pouvoir combiner des robots, on appelle ça les cobots, c'est des robots collaboratifs, où quelque part, il va avoir une base de questions fréquentes, on va pouvoir souvent lui proposer, ou lui poser plutôt comme question. Et par rapport à d'autres algorithmes, ce robot va pouvoir faire des propositions de recommandations basées sur des données. Et donc, quelque part, c'est QFD, hein, on boucle entre la récupération de la donnée, le calcul massif qu'on ne pourrait pas faire, mais la décision et l'assistance qu'on a fait à l'humain. Donc ça, c'est important. Et puis, une grosse tendance aussi du marché qu'on voit, et alors quelque part, c'est clairement avec mon historique data et analytique, on parle de beaucoup plus maintenant. Avant on parlait reporting, business intelligence. Aujourd'hui, on parle vraiment d'analytique augmentée. C'est qu'on vient assister un utilisateur pour l'aider à comprendre simplement ce qui lui arrive ou ses chiffres. Quelque part, dans les applications analytiques, maintenant, on voit beaucoup qu'est-ce qui influence le plus votre donnée. Et le fait de poser juste cette question ou d'y répondre, c'est des algorithmes extrêmement puissants qui analysent la donnée dans tous les sens pour vous à l'avance et qui vous dit quelque part, bah tiens, voilà un signal faible que vous n'auriez peut-être pas vu. Est-ce que ça vous parle? L'autre élément par rapport à ce type d'analyse augmentée, c'est que la machine, maintenant, va être capable aussi de traduire ces indicateurs en langage naturel. Ça fait partie des technos émergentes et innovantes de l'intelligence artificielle. Le langage naturel, c'est quoi? C'est de pouvoir finalement écrire des phrases compréhensibles par l'être humain ou simplement les lire. Donc, on voit des tendances aujourd'hui, on est capable de parler à ces tableaux de bord pour lui dire donne-moi le chiffre d'affaires de la veille. Ça, c'est des phrases qui nous paraissent simples et qui ont une interprétation qui sont en termes d'intelligence artificielle. Oui, ça c'est carrément génial. Ça veut dire qu'on pourra envisager un jour, peut-être, plutôt que de passer des heures à programmer des formules dans des outils de BI, de poser des questions, quel est le chiffre d'affaires de telle région entre telle date et telle date, et la machine va nous générer un reporting de manière quasiment instantanée sur la base de cette question, par exemple. C'est ça. Et quelque part, aujourd'hui, ça existe. On est au début de la vague d'adoption, mais c'est clair qu'aujourd'hui, on a ces cas-là. Quel est mon chiffre d'affaires de la veille et par groupe de produits. Et le « et » par groupe de produits, l'intelligence est capable de l'interpréter pour dire, tiens, éclate-moi cette information sur mes articles et sur tout ce qui peut se passer. Donc ça, c'est des cas où en fait, on utilise la donnée, des algorithmes puissants de précalcul et de proposition, et puis surtout une application pour rendre accessible. Important, pour nous, ce qui est important, c'est de rendre accessible cette intelligence. Il ne faut pas que ça reste quelque part un algorithme ou une simple étude statistique qu'on n'utilise pas. Et c'est l'enjeu de la démarche avec la cité de l'IA d'ailleurs, c'est de pouvoir justement démystifier pas mal de choses pour pouvoir accélérer là-dessus.
Tout à fait. Et d'ailleurs, ce que je voulais rebondir sur un point, c'est que quand on prend cet exemple, par exemple, on s'exprime vers la machine en langage naturel. Quelque part, on comprend qu'il y a peut-être une première brique qui va aller comprendre ce qui est dit, le traduire dans un langage qui peut-être va être après pris par la machine. Et il va y avoir un deuxième peut-être brique d'intelligence artificielle qui va aller chercher les données, et peut-être une troisième qui va présenter les données. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a une articulation de briques les unes derrière les autres, et il y a un peu comme un jeu de Lego en fait à travers ces méthodes-là. C'est clair, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas un noyau central IA, c'est cette recombinaison et c'est quelque chose de fondamental. Et ce qui est passionnant par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, on peut utiliser des plateformes qui sont hébergées, alors pas forcément chez nos clients et surtout pas chez nos clients, j'ai envie de dire, et on est capable de bénéficier de beaucoup d'innovations au fil de l'eau. Et on n'est pas obligé de tout utiliser tout le temps, en fait. Donc, le message derrière ça, c'est que c'est très adaptable et justement, c'est très agile par rapport à ce qu'on pouvait avoir dans l'adhésion à d'autres technologies. Donc, on vient faire une sorte de picking, on vient recombiner tout ça et cette capacité justement d'aller tester, d'essayer un certain nombre de choses est très puissante parce qu'en fait, avant, on parlait beaucoup de POC, proof of concept, qui quelque part signifiait pour nous souvent, bah, on fait quelque chose dans un coin puis on l'abandonne ou on va pas beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et l'émergence des plateformes innovantes, on est capable d'aller beaucoup plus dans des sessions de prototypage. Ça veut dire que on fait quelque chose rapidement, on le teste en conditions réelles, et puis après, on choisit de le déployer ou pas. Très bien. Bah, ce que je propose, c'est que quand on a préparé cet entretien, on a décidé aussi de mettre en lumière quelques cas d'usage de l'intelligence artificielle aussi pour illustrer, qui sont en lien avec l'actualité, en particulier la reprise. Et là, je me tourne vers vous, Adrien. En fait, comment avez-vous identifié des cas d'usage qui vont permettre finalement aux entreprises d'utiliser l'intelligence artificielle pour mieux réussir la période de déconfinement? Alors, bah, la réponse est simple. Aujourd'hui, quand on discute avec nos clients, leur principale préoccupation, et c'est d'ailleurs la nôtre aussi, c'est de préparer le retour en entreprise, à la fois des collaborateurs, mais aussi des clients, hein, pour les entreprises qui accueillent du public. Et leur principale préoccupation était de pouvoir sécuriser ce retour finalement dans les locaux. Donc, il y avait différents cas d'usage qui nous ont été évoqués. Le port du masque, qui va être une impérieuse nécessité, le respect de la distanciation sociale, s'il y a un nombre particulier de personnes qui puissent être accueillies ou dans une salle ou directement dans un open space, par exemple, ça fait aussi partie des questions qui se posent. On prend dans les grandes surfaces aujourd'hui des comptabilisations manuelles qui sont faites à l'entrée, mais c'est aussi un sujet, hein, de pouvoir comptabiliser le nombre de personnes qui sont accueillies. Donc finalement, tout ça, aujourd'hui, on nous a dit, ça, c'est un caillou dans notre chaussure, et aujourd'hui, si vous pouviez avoir des solutions pouvant répondre à cette problématique, ça nous serait grandement utile. Et on a effectivement planché sur une solution, puisqu'on avait déjà la technologie qui était prête, on l'avait déjà mise en œuvre. Donc là, je vais plutôt laisser l'expert en la matière, Baptiste, reprendre la main, mais c'est quelque chose qui est prêt et qui s'appelle Brain chez Delaware. Bah, peut-être on pourrait justement en savoir un peu plus parce que je pense que c'est d'autant plus intéressant d'avoir des illustrations visibles en fait, de ce que rend possible la technologie. Tout à fait. Et là, le cas d'usage, il est vraiment sur une reconnaissance vidéo à voler, vraiment en temps réel. Donc, on a parlé en début de session de deep learning et d'intégration dans une application pour rendre accessible. Donc, je vais me permettre de partager mon écran pour vous montrer justement une première vidéo sur ce que représente justement un algorithme déjà de détection de présence. Vous allez voir, donc là, on est en train de développer, donc c'est des collaborateurs de la société Delaware qui ont accepté de jouer le jeu, pour vous montrer ce que verrait l'être humain, quelque part, sur la reconnaissance d'un nombre de personnes. Alors, je vais mettre une petite pause ici. On voit bien, on a deux personnages en plan principal. Et puis, ce que a reconnu la machine, c'est quelque part des squelettes 3D. Donc, on voit bien qu'elle a reconnu des visages, un cou, des épaules, des bras, et qu'elle est capable de les positionner dans l'espace. Si on regarde un petit peu plus loin, oui. Ça c'est du deep learning donc, qui permet de retrouver ce squelette. Tout à fait. Il y a de l'analyse pixel à pixel. Il est capable de se dire, bah, voilà le visage, voilà les bras, parce qu'on lui a appris à l'origine. Et en temps réel, on vient déterminer un squelette. Et vous allez voir tout à l'heure pourquoi on va parler de squelette, parce qu'aujourd'hui, on est très concerné par les données, la confidentialité des données, et surtout le respect de la vie privée.
Oui, parce que là, on a des données finalement personnelles, on a des visages, on a des photos, et il ne s'agirait pas forcément d'en faire mauvais usage, entre guillemets. Complètement, tout à fait. Et on va montrer un petit peu comment anonymiser tout ça. Et un des intérêts aussi de cette vidéo, c'est qu'on voit que très loin, on a des personnes qui nous tournent le dos, qui sont assises sur des chaises, qui pour autant sont détectées par la machine. Donc on voit bien que la machine ne sait pas apprendre toute seule. Par contre, une fois qu'elle a appris, elle a une puissance de traitement qui est très très forte et qui permet de détecter tout de suite sur cet écran qu'on a 4, 5, 6 personnes qu'on n'aurait probablement pas vues. C'est ces fameux signaux faibles, finalement, que je discutais tout à l'heure sur l'analytique, qu'on est capable aussi d'appliquer ici. Donc, vous voyez ici, on voit le... Non, non, allez-y, je vous en prie. Ouais. Voilà, on voit bien les squelettes mouvants là-dessus. Alors, c'est une image assez statique ici. Je vais vous montrer finalement la même image maintenant en détection de mouvement sur lesquels on est venu appliquer quelque chose d'anonyme. Ça veut dire que la caméra va être capable de filmer la scène statique. Et par contre, tout ce qui est mobile, au lieu d'afficher vraiment ce qu'elle voit, elle va juste générer le squelette informatique pour pouvoir faire ce calcul de distance. Je vous rappelle ici que notre application est prévue pour justement essayer d'alerter si on respecte ou pas la distanciation sociale ou le port d'un masque. Donc ça veut dire qu'en fait, on calcule le squelette en temps réel et le flux vidéo avec le visage de la personne, ça on le jette entre guillemets à la poubelle, on ne regarde que le squelette. Tout à fait. Et pour le coup, on est complètement anonyme, on est complètement RGPD ou GDPR compliant, donc on respecte ces normes-là. Et surtout, on ne stocke pas la donnée. On va juste stocker des coordonnées 3D pour alerter. On n'est pas là pour faire de la délation et dire, voilà, attention, il s'est passé. C'est dire, bah tiens, attention, peut-être que vos collaborateurs se mettent en danger par des comportements pas forcément souhaités. Donc ici, on est un cas qu'on a modélisé au bureau. On peut l'imaginer dans des files d'attente, dans des supermarchés, sur un site de production, sur une chaîne, ou sur un site logistique, dans une zone de préparation de commande. Donc ça peut générer des alertes, par exemple, là dans la cafétéria, pour dire attention, vous êtes trop près les uns des autres, ou ce genre de choses, par exemple. Tout à fait. C'est vraiment exactement ce cas de figure-là. Et puis, pour aller plus loin, on est aussi capable de se dire, ce même traitement, on pourrait délimiter des zones quelque part interdites à la circulation. Je ne sais pas, peut-être proches de machines dangereuses ou des zones sécurisées, pour alerter tout de suite en disant, attention, il y a un comportement anormal, c'est vraiment des détections d'anomalies, et il y a quelqu'un qui est là et qui n'a pas le droit d'y être. C'est le même combat pour le port du masque. Finalement, on va pouvoir détecter si la personne porte bien un masque ou des lunettes de sécurité. Et tout ça se base vraiment sur de l'analyse d'image, du deep learning et vraiment du traitement massif en temps réel. D'accord. Donc ça répond peut-être à une des inquiétudes qu'il y a souvent sur l'intelligence artificielle, et on voit dans certaines villes en Chine où il y a pour le coup là un stockage des visages des gens et un traçage de l'individu. Là, on peut effectivement faire de l'intelligence artificielle qui rend des vrais services en termes de sécurité et qui en même temps soit parfaitement respectueuse de la vie privée et de l'éthique en fait qui est inhérente, qui est indispensable. Tout à fait. Et donc, ça permet de lever des craintes, ou en tout cas des interrogations autour de cette intelligence artificielle. Et quelque part, elle est bien dictée par des lois et des règles de l'être humain. Donc, en fait, c'est l'usage qu'on va en faire qui est important. Et puis, derrière cet usage, c'est la manière aussi de le rendre accessible. Et c'est le dernier point que je voulais montrer. Je ne voulais pas faire une longue démo parce que je peux en parler très longtemps. C'est de se dire, cette information-là, on la rend vraiment simple avec des interfaces homme-machine simplifiées. Et puis, surtout, quelque part aussi, on va pouvoir dire très rapidement, OK, sur cette pièce que vous voulez surveiller ou en tout cas alerter, on a eu jusqu'à 11 personnes qui se sont peut-être regroupées. Donc, peut-être qu'on ne veut pas venir alerter tout de suite, mais on veut peut-être après anticiper des problèmes pour le lendemain ou voilà, adhérer un petit peu à tout ça et pouvoir corriger. Peut-être qu'on peut se rendre compte aussi que l'algorithme n'a pas pris les choses comme il faut. On est capable aussi d'évaluer. C'est-à-dire qu'à tout moment, cette intelligence artificielle, on peut la remettre en cause. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est nouveau, parce qu'elle n'est pas subie, elle est bien aidée, guidée, pour vous aider. Donc voilà un petit peu le cas d'usage. On voulait vraiment vous montrer cet élément-là parce qu'il est très, très parlant, très probant. Il est contextualisé en effet, mais par contre, il faut se projeter pour demain. Et on est dans l'exemple typique de la recombinaison de toutes ces technologies autour d'un usage d'intelligence artificielle. Et c'était vraiment notre message et notre partie.
Merci. Enfin, je trouve que c'est un exemple qui est vraiment très intéressant et qui montre de manière pragmatique que deux éléments pour moi, c'est que l'intelligence artificielle, ça peut aider sur des cas concrets qui sont importants. Et ce qui est aussi assez intéressant et remarquable, c'est qu'on se rend bien compte que le délai de mise en place d'un projet comme celui-là, il est pas très long finalement, parce que on parle pas de planning de 2 ans ou de 6 mois. Là, on est en confinement depuis quelques semaines, donc c'est le temps qu'il vous a fallu, je suppose, pour le mettre en place. C'est clair. Et c'est ce que permet justement ces nouvelles technologies aussi, ces plateformes, c'est qu'en fait, on réinvente pas la roue à chaque fois. On vient justement quelque part optimiser ou encore apprendre encore plus et plus vite. Donc cette reconnaissance d'image, on est dans un cas en plus quelque part presque le plus facile pour l'IA, c'est reconnaître un humain, un corps et des éléments dans un espace. C'est quelque chose qu'on fait déjà depuis un certain temps. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est rendu très accessible et beaucoup plus facilement, avec des coûts beaucoup moins élevés aussi. Et ça, c'est important parce que il y a aussi la capacité à pouvoir le maintenir et à l'utiliser sur le long terme. Merci pour cette présentation. Ce qu'on voulait mettre aussi en évidence aujourd'hui, c'est que vous avez aussi un rôle dans le cadre de la Cité de l'IA et vous intervenez pour notamment sensibiliser les entreprises à l'intelligence artificielle. Et je pense que ça intéresse aussi l'ensemble des participants aujourd'hui. Peut-être si vous en disiez un mot pour ceux qui pourraient être intéressés. Oui, tout à fait, merci. Donc en effet, on est en train d'organiser des sessions justement de démystification de l'intelligence artificielle qui se déroule en fait en deux parties. On a une partie, j'ai envie de dire, un petit peu théorique ou en tout cas d'explication justement de toutes ces technologies, de ce que c'est, de ce que ce n'est pas, de ce que ça peut faire. Et puis surtout, notre partie, c'est de pouvoir toucher et rendre concret les choses. Donc en fait, on anime cet atelier avec un petit showcase. En fait, on a un robot qui est bourré de capteurs. On est dans le cas d'usage vraiment des objets connectés pour montrer que le cycle de base finalement de l'usage de l'intelligence artificielle, c'est bien la donnée. Donc on vient montrer comment on capte cette donnée sur le terrain, parce que c'est là où elle est le plus probante et la plus pertinente. Et puis, dans ce cas d'usage-là, on vient justement consolider tout ça, montrer comment l'intelligence artificielle est capable de faire des propositions. Et on vient mettre en exemple, par exemple, une prédiction de panne et comment aider un opérateur pour aller réparer cet équipement ou ce petit robot. Et donc, on va jusqu'à l'application à des situations de casque. Alors, on vient avec un casque HoloLens, donc de réalité augmentée, et on montre comment aider un opérateur pour pouvoir faire sa maintenance ou sa réparation. Donc, c'est un cas d'usage qui est très sympa parce que déjà, il est palpable, il est devant vous, on le fait devant vous, et puis il est applicable à plein d'autres cas de figure. Ça veut dire que là, on l'applique dans de la maintenance, on pourrait très bien le voir dans un case retail, de production, logistique, pour pouvoir justement sortir de cet atelier avec l'idée claire que ce n'est pas de la science-fiction et que c'est quelque chose de rapide, beaucoup plus rapide que par le passé à mettre en œuvre. Très bien, merci pour tous ces éléments d'explication. Donc, en synthèse, donc un très bel exemple, je dirais, d'application qui peut être déployée rapidement d'intelligence artificielle. Donc, c'est pas de la science-fiction, ça marche dès aujourd'hui. Et puis également de souligner aussi votre capacité à intervenir dans les entreprises qui seraient intéressées pour faire des sensibilisations dans le cadre de la Cité de l'IA. Donc, j'invite tous ceux et toutes celles qui pourraient être intéressés à contacter Hélène Vindres, Yolène et vous également chez Delaware si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez vous y mettre. Je vous remercie tous les deux pour votre témoignage et pour votre présentation d'aujourd'hui. Merci Adrien, merci Baptiste. Merci à toi. Merci. Et à très bientôt, du coup. À très vite. À très vite. Et j'invite l'ensemble de nos auditeurs à nous rejoindre la semaine prochaine. Donc, ce sera jeudi à midi, non pas à 11h30. Cette fois-ci, exceptionnellement, ce sera à midi avec Franck Bernier de chez Auchan et qui va nous parler aussi d'un certain nombre de cas d'usage qu'ils ont mis en œuvre dans l'entreprise à différentes échelles et encore un témoignage très terrain, très pratique de l'intelligence artificielle. Voilà, merci à tous. Alors, pardon, je vous rencontre et j'en suis désolé que j'ai oublié de demander s'il y avait des questions. Et Yolène vient de me tirer les oreilles et je leur remercie. J'ai dit qu'il n'y avait pas de questions au bout du fil, mais peut-être on a 5 minutes là pour des questions pour ceux qui le souhaiteraient. On était tellement embarqués dans le, Tout à fait. dans le cas d'usage, c'est pour ça. Donc ouais, vraiment, n'hésitez pas. Hein, c'est vrai que ce retraitement et cette petite vidéo pose beaucoup de questions.
Donc, je vois une question de Pascal. Si vous utilisez RoboVision. Alors non, on n'utilise pas RoboVision dans ce cas d'usage. Ici, justement, on est sur une plateforme où on utilise des services, alors on appelle ça des services cognitifs de la plateforme Azure, donc Microsoft. Donc pour le coup, nous, notre parti pris, justement, c'est pas de réinventer la roue, c'est bien d'intégrer et de profiter finalement d'une force commune ou d'éléments déjà existants pour aller plus vite. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est des composants Microsoft qui sont, cela dit, dans d'autres plateformes également, dans la plupart des plateformes d'intelligence artificielle, je suppose. Hein. Ouais, tout à fait. Ici, c'est sur la plateforme Azure de Microsoft. On va retrouver des services équivalents chez Amazon, chez SAP, chez Google. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait pas mal de tests sur pas mal de services différents. Chaque plateforme a des forces et des faiblesses. Et sur la reconnaissance vidéo et d'image, c'est vrai que la plateforme Azure est assez puissante. Très bien. Alors, j'ai une autre question plus d'ordre organisationnel. On nous demande si le lien WebEx pour participer chaque semaine à notre Time Break IA est toujours le même. Alors, je n'ai pas la réponse, mais je vais prendre la question. Peut-être, Yolène, si tu as la réponse, tu peux intervenir. Non, il change toutes les semaines, voilà la réponse. Mais par contre, vous le retrouvez sur le lien. Donc, on avait mis l'adresse iaibr.org et le site web de la Cité de l'IA, où vous retrouvez l'ensemble des replays de ces différents webinars et également l'ensemble des liens et des ressources. Alors, une autre question de Daniel. Comment accompagnez-vous les décideurs et les métiers dans la transformation par l'intelligence artificielle? Alors, je vais vous laisser répondre pour DilaWare et je répondrai aussi un petit peu pour la Cité de l'IA. Alors, ça a coupé. Excusez-moi, je n'ai pas entendu du coup. Donc, comment accompagnez-vous les décideurs et les métiers dans la transformation par l'intelligence artificielle? Oui, alors dans la transformation, en fait, on a aussi toute une cellule d'accompagnement. Alors vraiment, c'est la transfo aussi, le change management au sein aussi des organisations. Donc aujourd'hui, on travaille avec notre équipe interne de business consulting, on l'a appelé le business assistant, où on est là aussi pour identifier déjà les cas métiers qui vous concernent, qui ont le plus de valeur dans l'intelligence artificielle. Donc quelque part, en fait, on vient d'abord discuter de tous vos points de douleur et on vient les positionner en fonction d'intérêt ou de probabilité de réussite, ou en tout cas de meilleur usage de l'intelligence artificielle. En fait, on travaille avec des matrices, on vient de se dire quelque part les forces et faiblesses de chaque élément pour pouvoir vous aider à prioriser les sujets. Le but du jeu, c'est qu'on arrive au bout de ce type de projet. C'est un peu comme historiquement, on a beaucoup parlé du big data. C'est des projets aujourd'hui qui ont très peu abouti sur des cas d'usage concrets. Notre idée autour de l'IA, c'est de garantir l'utilisation que vous allez en faire. Donc, notre accompagnement est bien à ce niveau-là, de pouvoir cadrer le bon usage pour pouvoir après le mettre en œuvre. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la mise en œuvre, c'est un jeu de Lego, recombinaison des technos. Aujourd'hui, on maîtrise. Donc, le point, c'est d'arriver à faire converger les deux pour optimiser les chances de réussite. Voilà. Et concernant donc la Cité de l'IA, l'accompagnement des décideurs et des métiers, en fait, ça se fait à travers, premièrement, nos groupes de travail, donc qui sont ouverts à l'ensemble des adhérents. Et on va venir partager des pratiques, des retours d'expérience, discuter sur des cas d'usage, et puis aussi élaborer ensemble des recettes de succès et de bonnes pratiques. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'ensemble des événements, comme aujourd'hui, nous en avons un. Ensuite, nous sommes en train de créer un certain nombre de ressources qui seront accessibles pour les adhérents via la Cité de l'IA, donc d'avoir accès à des prestataires référencés qui ont été validés comme étant vraiment compétents sur la partie intelligence artificielle. Ce sont également des capsules vidéo qui vont montrer un certain nombre de cas d'usage. Et puis un certain nombre de documentations qui permettent de la même manière de retrouver la bonne façon d'appréhender les projets. Donc voilà un certain nombre de dimensions dans lesquelles nous accompagnons effectivement les entreprises. L'objectif de la Cité de l'IA, c'est de faire réussir les entreprises de la région et on est absolument convaincu que l'IA en est un des leviers essentiels. Voilà pour la réponse complète. Je ne sais pas si Hélène, tu voulais rajouter quelques éléments? Non, écoute, effectivement, tu as complètement bien synthétisé l'offre de services et puis nos accompagnements. Comme je mettais effectivement dans les questions-réponses, tout ça est accessible et assez bien expliqué sur le site IHDF.
Et puis, sur notre page LinkedIn, on met un certain nombre d'actualités. Voilà, donc pour les sessions, on va essayer de les mettre en place physiquement le plus rapidement possible. Hein. Et effectivement, l'exemple d'aujourd'hui montre à quel point ça peut être parlant, hein, je pense, pour les entreprises qui se posent encore des questions sur la manière d'intégrer l'IA au sein de leur entreprise. Donc voilà, à votre disposition, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. Bien, ben merci beaucoup Hélène. À nouveau, je vous remercie Baptiste et Adrien et je donne rendez-vous à tout le monde dans une semaine à midi avec Franck Vernier de Auchan. Bon appétit à tout le monde et à bientôt. Merci. Merci. Bonne journée, merci. Au revoir. Au revoir.